Quand on parle de mission spatiale, on pense tout de suite aux fusées, aux astronautes et aux équipements scientifiques. Mais savais-tu qu'il y a aussi d'autres choses étranges qui sont envoyées dans l'espace ? Ils les envoient pour la science, d'autres juste pour plaisanter, pour rendre hommage ou même pour faire de la publicité. Mais comment sont-ils arrivés là-bas et quelles sont les choses étranges qu'ils ont envoyées dans l'espace ? Et c'est ce que nous allons découvrir. Numéro 10, la voiture de sport envoyée dans l'espace profond. Lorsqu'ils testent une nouvelle fusée, ils n'y placent généralement pas tout de suite un satellite précieux. En effet, il y a de fortes chances qu'il y ait un problème lors du premier vol. À la place, les ingénieurs utilisent donc des objets lourds mais sans grande valeur comme charge utile de test. Le but est de tester si la fusée peut transporter une lourde cargaison. Et le 6 février 2018, SpaceX a choisi une charge utile de test très particulière. Au lieu d'un bloc de béton ou de métal, ils ont attaché une vraie voiture de sport. C'était une Tesla Roadster rouge appartenant à Elon Musk. Le vol de la fusée était celui du Falcon Heavy, une grande fusée composée de 3 corps de fusée Falcon 9 attachés ensemble. Elle possède 27 moteurs capables de produire plus de 5 millions de livres de poussée lors du décollage. À cette époque, c'était la fusée opérationnelle la plus puissante au monde. Cependant, le véhicule n'a pas non plus été laissé vide. Sur le siège du conducteur, ils ont placé un mannequin appelé Starman. Il portait une combinaison SpaceX et était assis comme s'il conduisait réellement dans l'espace. Il y avait aussi un petit message « Don't panic » sur le tableau de bord. Cela vient de l'histoire de science-fiction Le Guide Galactique. La chanson Space Oddity de David Bowie était aussi enregistrée dans le système audio. Cependant, on ne l'entend pas vraiment à l'extérieur du véhicule. Il n'y a pas d'air dans l'espace, donc les ondes sonores n'ont rien à traverser. Cela a été fait uniquement comme un détail supplémentaire pour cette mission unique. Le Falcon Heavy a décollé avec succès. Ces 2 propulseurs latéraux ont atterri en même temps, mais le propulseur central n'a pas réussi à atterrir correctement. Pendant ce temps, la Tesla Roadster, toujours attachée au 2e étage de la fusée, a continué son voyage. Les caméras ont montré le véhicule avec la Terre en arrière-plan. On aurait dit une scène de film, mais c'était bien une vraie voiture de sport qui se trouvait hors de notre planète. Elle n'a pas été envoyée pour atterrir sur Mars. Après avoir d'abord fait le tour de la Terre, la fusée a été rallumée pour placer le véhicule en orbite autour du Soleil. Cela signifie qu'il s'agit désormais d'un petit objet du système solaire qui continue de tourner autour de notre étoile. Son orbite s'étend près de l'orbite de la Terre jusqu'au-delà de l'orbite de Mars. Il n'y a également aucun projet de récupérer ou de ramener le véhicule. Il continuera de voyager tout en se détériorant progressivement à cause des radiations, des changements extrêmes de température et des petites particules dans l'espace. En effet, une voiture ordinaire n'est pas conçue pour résister à de telles conditions. En fait, beaucoup ont critiqué ce qu'a fait SpaceX. Pour certains, ce n'était qu'une publicité coûteuse pour Tesla et pour Elon Musk. Certains ont aussi dit qu'ils auraient pu mettre du matériel scientifique dans la fusée. Mais ce n'était qu'un vol d'essai. On n'était pas encore sûr que le Falcon Heavy fonctionnerait correctement. C'est pourquoi il était très risqué d'y placer immédiatement un satellite important et coûteux. La Tesla a également servi de véritable charge utile de test. Elle avait un poids suffisant pour tester la capacité de la fusée à transporter une cargaison. Mais ce n'est pas seulement la fusée qui a réussi. La mission a aussi attiré l'attention d'un grand nombre de personnes. La voiture de sport rouge avec un mannequin au volant et la Terre en fond est devenue l'une des images emblématiques du vol spatial moderne. Cela n'a pas apporté de nouvelles découvertes scientifiques, mais cela a montré que les grandes missions spatiales ne sont plus réservées uniquement aux agences gouvernementales. Les entreprises privantes comme SpaceX sont désormais capables d'envoyer des objets lourds dans l'espace. C'est pourquoi la Tesla Roadster n'est pas simplement une voiture lancée pour plaisanter. Elle est aussi devenue un symbole unique de l'entrée des entreprises privées dans une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Numéro 9, les figurines Lego envoyées vers Jupiter. Le 5 août 2011, la NASA a lancé la sonde Juno en direction de Jupiter. Son objectif était d'étudier l'atmosphère, le champ magnétique, la gravité et l'intérieur de la plus grande planète du système solaire. Mais en plus des instruments scientifiques, 3 petites figurines Lego ont également été incluses dans la mission. La première est Jupiter, le dieu romain tenant un éclair. La deuxième est Junon, qui tient une loupe comme symbole de la recherche de la vérité. Le troisième est Galilée, qui tient un télescope. C'est lui qui a découvert les 4 grandes lunes de Jupiter en 1610. Les figurines ne sont pas faites en plastique ordinaire.
Elles sont en aluminium pour plus de résistance, supportent les radiations et les conditions spatiales et sont solidement fixées au vaisseau pour ne pas se détacher. Elles n'ont pas de fonction scientifique. Elles ne prennent pas de photos et ne mesurent rien non plus. Elles ont simplement été incluses dans le cadre d'un projet éducatif de la NASA et de LEGO, pour encourager les enfants à s'intéresser à la science et à l'espace. Le 4 juillet 2016, Juno est arrivée sur Jupiter après près de 5 ans de voyage. Elle avait toujours avec elle les 3 petites figurines. Pendant que Juno tournait autour de Jupiter et recueillait des informations précieuses, les 3 passagers LEGO restaient silencieusement à bord. Même s'ils n'ont rien apporté à la science, ils sont devenus un symbole d'une manière simple de rendre une mission spatiale complexe passionnante pour les enfants. Numéro 8. Le gorille qui s'est échappé dans l'espace. Imaginez que vous travaillez dans une station spatiale à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Tu flottes tranquillement dans un module quand soudain un grand sac de rangement s'ouvre. Ensuite, un gorille en sort et commence à te poursuivre à l'intérieur de la station. Cela ressemble à une scène d'un film comique, mais c'est vraiment arrivé dans la Station spatiale internationale. En février 2016, l'astronaute de la NASA, Scott Kelly, était dans la dernière partie de son séjour de près d'1 an dans l'espace. Il faisait partie d'une mission importante qui étudiait les effets d'un séjour prolongé dans l'espace sur le corps humain. On y examinait les changements dans ses os, ses muscles, sa vision, son système immunitaire et d'autres parties de son corps. Cette recherche est importante car les scientifiques doivent savoir si le corps humain peut supporter de longues missions comme un voyage vers Mars. Pendant que Scott était dans l'espace, son frère jumeau, Mark Kelly, lui a envoyé une surprise d'anniversaire inhabituelle. Mark était aussi un ancien astronaute. Ce qu'il a envoyé, c'est un costume de gorille grandeur nature. À son arrivée à la station, Scott a enfilé le costume. Ensuite, il s'est caché dans un grand sac de rangement. Lorsque le sac a été ouvert, il est soudainement sorti et a poursuivi l'astronaute britannique Tim Peake à l'intérieur de la station. Comme leur corps était presque en apesanteur, ils ne couraient tant pas comme les gens sur Terre. Ils utilisaient leurs mains et leurs pieds pour se propulser contre les murs et à travers les passages étroits. Tim flottait pendant qu'un gorille le poursuivait d'une partie de la station à une autre. Selon la NASA, Scott a fait cela simplement pour s'amuser lors de son anniversaire. Il a également réalisé quelques vidéos éducatives en portant le costume. La vidéo amusante était courte, mais elle s'est rapidement répandue sur Internet. Beaucoup de gens ont été ravis de voir un autre aspect de la vie des astronautes. D'habitude, on les voit en train de faire des expériences, de réparer des machines ou de parler avec le centre de contrôle. Dans la vidéo, le public a vu qu'ils savaient aussi plaisanter et s'amuser. Le costume de gorille n'avait aucun but scientifique. Il n'a pas été utilisé dans une expérience et il n'a pas non plus résolu de problème dans la station. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a aucune valeur. La vie des astronautes dans l'espace est difficile. Ils sont loin de leur famille pendant de nombreux mois. Leur espace est limité. Leur emploi du temps quotidien est chargé d'expériences, de maintenance, d'exercices et de contrôles médicaux. Ils doivent aussi faire régulièrement de l'exercice car les muscles et les os s'affaiblissent rapidement lorsqu'ils sont longtemps sans gravité normale. En plus de la fatigue physique, ils peuvent aussi ressentir du stress, de la tristesse et de l'ennui. C'est pourquoi il est également important d'avoir du temps pour rire et se reposer. Une simple blague aide à alléger l'ambiance de l'équipage et à maintenir de bonnes relations entre eux. C'est important car ils vivent et travaillent dans un endroit petit et dangereux où ils doivent s'entraider chaque jour. Et il y a eu un autre effet du costume de gorille. Beaucoup plus de gens ordinaires se sont intéressés à la Station spatiale internationale. Il y a des enfants qui ne regarderaient peut-être pas de longues explications sur les expériences scientifiques, mais un gorille flottant dans l'espace captera facilement leur attention. De manière simple, la vidéo a montré que les astronautes ne sont pas seulement des scientifiques sérieux en combinaison spatiale. Ce sont aussi des personnes normales qui se fatiguent, s'amusent et cherchent des moyens pour que la vie ne devienne pas triste dans un espace restreint. Donc même si le costume de gorille n'a pas permis de faire une découverte scientifique, il a quand même montré quelque chose d'important. Même dans l'un des laboratoires les plus avancés en dehors de la Terre, l'homme a toujours besoin d'un simple rire. Et parfois, il suffit d'un costume de gorille pour le rappeler au monde entier. Numéro 7, la pizza livrée dans l'espace. En 2000, un Pizza Hut a envoyé une vraie pizza à la Station spatiale internationale. Il a été rapporté que l'entreprise a payé environ $1 million au programme spatial russe pour réaliser cette livraison insolite.
Celui qui a reçu et mangé la pizza était le cosmonaute russe Yuri Usatchiov. Ce n'était pas une pizza ordinaire qui a été envoyée. Elle devait rester propre à la consommation malgré la durée du voyage et du stockage. Elle mesurait environ 15 cm de diamètre. Le salami a été utilisé comme garniture parce que le pepperoni ne se conservait pas assez longtemps pour respecter la durée de conservation requise. On a également augmenté la quantité de sel et d'épices parce que le goût des gens peut s'affaiblir en microgravité. La pizza a été scellée pour éviter qu'elle ne se gâte et qu'aucune miette ne flotte dans la station. Elle a été embarquée à bord d'un vaisseau russe de ravitaillement avec d'autres fournitures. À son arrivée à la station, Usatchov l'a mangée pendant qu'il se faisait filmer. On voit bien que c'était un coup de marketing. Mais le plan a été un succès car la nouvelle de la première pizza livrée dans l'espace s'est rapidement répandue dans le monde entier. Ce n'était pas une expérience scientifique, mais cela a montré que même l'espace pouvait être utilisé pour la publicité et les affaires. Pour Pizza Hut, c'était une publicité extrêmement coûteuse. Pour le programme spatial russe, c'était un revenu supplémentaire. Et pour le cosmonaute qui l'a mangé, ce n'était qu'une simple pizza qui a d'abord voyagé en fusée avant d'arriver sur sa table. Numéro 6, le fromage qui a fait le tour de la Terre. Le 8 décembre 2010, SpaceX a effectué le premier vol d'essai orbital du vaisseau spatial Dragon. Cette mission était importante car il devait prouver que le Dragon pouvait atteindre l'orbite et revenir sur Terre en toute sécurité. Habituellement, un objet de test lourd est placé lors de ce type de vol. Mais au lieu de béton ou de métal, SpaceX a embarqué une grande roue de fromage Le Breuer. C'était un fromage français placé dans un conteneur en métal et gardé secret du public. C'est une référence à un sketch comique de Monty Python à propos d'une fromagerie qui n'a aucun fromage à vendre. Le Dragon a fait 2 fois le tour de la Terre avant de revenir. Après plus de 3 heures dans l'espace, la capsule est rentrée dans l'atmosphère, a déployé ses parachutes et a atterri dans l'océan Pacifique. Le test a été un succès. C'est la première fois qu'un vaisseau spatial développé par une entreprise privée a pu voler et revenir de l'orbite. Sa cargaison spéciale de fromage est également revenue saine et sauve. Le fromage n'avait aucun but scientifique, mais il est devenu un symbole amusant du premier grand succès du vaisseau spatial Dragon. Numéro 5, le sabre laser de Luke Skywalker va dans l'espace. Le 23 octobre 2007, un véritable accessoire de sabre laser issu de Star Wars a été embarqué à bord de la navette spatiale Discovery. Mark Hamill l'a utilisé en tant que Luke Skywalker dans le film Le Retour du Jedi. Il est très important de préciser que ce n'est pas le sabre laser du tout premier film Star Wars sorti en 1977. Comme on le dit souvent en ligne, il a été envoyé pour célébrer le 30e anniversaire de Star Wars. Avant le lancement, il a été remis par Peter Mayhew, l'acteur qui a incarné Chewbacca. À la NASA, pour le préparer au voyage, l'accessoire a été embarqué dans la mission STS-120 avec une cargaison plus importante, le module Harmony pour la Station spatiale internationale et le sabre laser est resté en orbite pendant près de 2 semaines. Il a été photographié dans la station spatiale avant d'être ramené sur Terre avec les astronautes. Il n'a servi à aucune expérience scientifique, mais il a aidé à susciter l'intérêt des enfants passionnés par Star Wars et l'espace. Dans le film, le sabre laser est utilisé dans une galaxie très très lointaine, mais cet accessoire a réellement quitté la Terre avant de revenir sain et sauf. Numéro 4. La longue mission de Buzz l'éclair dans l'espace. Dans le film Toy Story, le rêve de Buzz l'éclair est de voler dans l'espace. Le 31 mai 2008, cela s'est réellement produit pour une figurine de Buzz l'éclair. Le jouet a été embarqué à bord de la navette spatiale Discovery en direction de la Station spatiale internationale. Cela faisait partie d'un projet éducatif de la NASA et de Disney pour encourager les enfants à en apprendre davantage sur la science et l'exploration spatiale. Ce n'est pas un simple petit jouet. Il mesure environ 30 cm de haut, soit presque la taille d'une règle. À son arrivée à la station spatiale, les astronautes ont montré comment les objets se déplacent en microgravité. Comme il n'y a presque pas de poids, Buzz flotte librement à l'intérieur de la station. Il a également été utilisé dans des vidéos éducatives pour expliquer aux enfants la vie et le travail des astronautes. Le plan initial était qu'il ne reste là-bas que quelques mois. Mais à cause des changements dans le calendrier des navettes spatiales, son séjour en orbite a duré 468 jours. C'est plus long que la durée d'une mission habituelle pour beaucoup d'astronautes. En septembre 2009, il a été ramené sur Terre à bord de la navette spatiale Discovery. Il est resté plus d'1 an dans l'espace avant de terminer sa mission exceptionnelle. Buzz n'avait aucun instrument scientifique et il n'a pas non plus contribué directement aux expériences.
Mais il a réussi à rendre l'exploration spatiale plus amusante et plus facile à comprendre pour les enfants. Dans le film, il dit souvent qu'il ira vers l'infini et au-delà. Même s'il n'a pas atteint l'infini, sa figurine a réellement volé dans l'espace et a tourné autour de la Terre pendant plus d'1 an. Numéro 3. Les petites créatures qui se sont écrasées sur la Lune. Le 11 avril 2019. Un vaisseau spatial israélien appelé Bereshit a tenté d'atterrir sur la Lune. Cela aurait dû être le premier vaisseau spatial financé par des fonds privés à y atterrir avec succès. Il est arrivé en orbite lunaire mais a rencontré un problème lors de la descente. Le vaisseau spatial a perdu le contrôle et s'est écrasé sur la surface lunaire. Parmi ce qu'il transportait se trouvait une petite archive appelée Lunar Library. Elle est faite de couches métalliques très fines et contient énormément d'informations sur l'histoire et les connaissances humaines. Son but est de sauvegarder solidement les informations de la Terre. Mais l'archive contient aussi des milliers de tardigrades, ce que peu de gens savaient. Les tardigrades sont de minuscules animaux mieux connus sous le nom d'ours d'eau. Ils ont 8 pattes et il faut un microscope pour les voir clairement. Ils sont connus pour leur capacité à survivre dans des conditions qui tueraient à la plupart des autres animaux. Lorsqu'il manque d'eau ou que l'environnement est hostile, leur corps se dessèche. Et ils entrent dans un état de dormance. Presque toutes leurs activités normales s'arrêtent pendant qu'ils attendent que les conditions s'améliorent. C'est l'état des tardigrades emmenés à bord de Bereshit, desséchés et placés dans un matériau protecteur avec les archives. Comme le vaisseau spatial s'est écrasé, il n'est pas clair si l'archive est intacte ou si les tardigrades ont survécu. Le créateur de la Lunar Library a déclaré qu'il est possible que certains d'entre eux aient survécu, mais cela n'a pas été confirmé car personne n'est allé les récupérer ou examiner le site du crash. Même intact, cela ne signifie pas qu'ils rampent sur la Lune, où il n'y a ni eau liquide ni vraie atmosphère. Même s'ils ont survécu, il est probable qu'ils restent simplement secs et en dormance. Ils ne peuvent pas non plus se reproduire ou vivre normalement sans eau appropriée, nourriture et environnement adapté. L'événement est devenu controversé car il n'a pas été clairement annoncé avant le lancement qu'il y avait des tardigrades dans l'archive. Cela a donc soulevé des questions sur la responsabilité des missions spatiales. Devrait-on permettre d'emmener des organismes de la Terre vers d'autres mondes ? Et que se passerait-il si, par inadvertance, nous contaminions un endroit que les scientifiques n'ont pas encore étudié ? On ignore si des tardigrades intacts subsistent sur la Lune, mais après le crash de Bereshit, il se peut que des milliers d'oursons d'eau desséchés soient restés à la surface lunaire. Pas dans le cadre d'une expérience réussie, mais à cause d'une mission qui n'a pas atterri correctement. Numéro 2, l'astronome qui a finalement atteint Pluton. En 1930, le jeune astronome Clyde Tombaugh a découvert Pluton. Il n'avait alors que 24 ans et travaillait à l'observatoire Lowell en Arizona. Il comparait sans cesse des photos du ciel. C'est là qu'il a remarqué une petite lumière qui se déplaçait alors que les étoiles en arrière-plan restaient à la même place. Cet objet a été identifié comme Pluton. À l'époque, elle était considérée comme la 9e planète du système solaire. Mais en 2006, sa classification a été modifiée et elle a été appelée planète naine. Clyde Tombaugh est décédé en 1997. 9 ans plus tard, la NASA a lancé la sonde New Horizons pour la première étude rapprochée de Pluton. En hommage, l'équipe de la mission a placé une petite quantité des cendres de Clyde Tombaugh dans un petit conteneur en aluminium fixé à la sonde spatiale. Sa famille a donné son accord. Il y a une inscription sur le conteneur à son nom. L'astronome américain qui a découvert Pluton. Il y est également fait mention de sa famille et de sa vie en tant qu'astronome, enseignant, ami et blagueur. Le 14 juillet 2015, New Horizons a survolé Pluton de près. Enfin, il a capturé les premières images claires et détaillées du monde, découvert par Tombaugh 85 ans plus tôt. La mission a montré que Pluton n'est pas simplement une simple roche glacée. Elle possède de hautes montagnes faites de glace d'eau, une atmosphère ténue, et une vaste plaine remplie d'azote gelé. On y voit aussi la célèbre région en forme de cœur appelée Tombaugh Regio, nommée en son honneur. New Horizons ne s'est pas arrêtée à Pluton. Elle a poursuivi vers des zones plus lointaines de la ceinture de Kuiper, transportant toujours les cendres de Tombaugh. L'homme qui a découvert Pluton en utilisant seulement des images du ciel y est également arrivé. Pas en tant qu'astronaute, mais comme une petite partie du vaisseau spatial qui nous a montré pour la première fois son véritable aspect. Le monde qu'il a découvert, numéro 1, le message d'or de la Terre à l'univers. En 1977, la NASA a lancé Voyager 1 et Voyager 2. Les 2 vaisseaux spatiaux ont été conçus pour étudier les planètes lointaines du système solaire.
Voyager 1 est arrivé à Jupiter et Saturne. Pendant ce temps, Voyager 2 a également visité Uranus et Neptune. Mais en plus des instruments scientifiques, il y a un objet particulier attaché à chaque vaisseau spatial, un disque d'or. Il s'agit d'un disque en cuivre de 12 pouces recouvert d'or. Il est également muni d'un couvercle robuste et d'instructions simples sur la façon de le lire et de l'écouter. Il n'a pas été conçu pour aider Voyager à collecter des données scientifiques. C'est un message de la Terre destiné à quiconque pourrait le trouver dans un avenir très lointain. L'équipe dirigée par l'astronome Carl Sagan a choisi les éléments à y inclure. Le disque contient 115 images représentant l'humanité. Des animaux, des plantes, l'ADN, le corps humain, le système solaire, des villes et la vie quotidienne sur Terre. Il ne s'agit pas de véritables photographies imprimées à l'intérieur. Les images ont été converties en signaux. Si elles sont lues correctement, il est possible de reconstituer les images en noir et blanc. Il contient également des salutations dans 55 langues. Cela inclut des langues utilisées aujourd'hui ainsi que l'akkadien, une langue ancienne de Mésopotamie. Dans la salutation en anglais, des enfants disent « faire de la musique et viennent de la terre ». On entend aussi des sons de notre monde. On y retrouve pluie, vent, tonnerre, oiseaux, chants de baleines, battements de cœur, rire et le baiser d'une mère à son enfant. Le but est de montrer comment sonne la vie sur Terre. Il y a aussi environ 90 minutes de musique provenant de différentes cultures et époques. On y trouve la musique classique de Nabbak et Beethoven, des chansons traditionnelles de différents pays, ainsi que la chanson Rock and Roll Johnny B. Good de Chuck Berry. Il y a très peu de chances qu'une forme de vie intelligente le trouve. L'univers est immense alors que les deux sondes, Voyager, sont minuscules, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le disque d'or a été créé. C'est aussi une capsule temporelle de notre monde. Il montre à quoi nous ressemblons, comment nous parlons, ce que nous entendons et quelle musique est importante pour nous. Aujourd'hui, les deux Voyagers se trouvent dans l'espace interstellaire, plus loin que tout autre objet créé par l'homme, et continuent de s'éloigner. Avec elles se trouvent les disques d'or qui pourraient rester dans l'espace pendant très longtemps. Il se peut que personne ne voie ou n'entende jamais ce message. Mais si jamais quelqu'un les trouve un jour, ils sauront qu'il y avait autrefois une petite planète pleine de vie, de sons, de langues et de musique. Et depuis un endroit très lointain dans l'espace, le simple message du disque d'or semble être le même. Nous sommes ici. Voici notre monde. Et nous y avons vécu autrefois.